Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jeudi, les plus hauts responsables de la Banque centrale du Rwanda étaient ce jeudi autour d'une table avec des comités de politique monétaire et du secteur financier afin de faire le point sur la santé financière. À présent, ce jeudi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a continué d'examiner le fondement des allégations de violation de la souveraineté et d'atteinte aux droits de l'homme déposées par la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Bienvenue. Les plus hauts responsables de la Banque centrale du Rwanda étaient ce jeudi autour d'une table avec les comités de politique monétaire et du secteur financier afin de faire le point sur la santé financière et la stabilité de l'économie du pays au cours du dernier trimestre. Le point avec Patrick Niritandi. La Banque centrale du Rwanda, BNR en sigle, a décidé de maintenir le taux de prêt des banques commerciales à 6,5%. Le comité de politique monétaire de la BNR a déclaré qu'après avoir examiné les performances économiques et le taux d'inflation, il a décidé de maintenir le taux d'intérêt à 6,5%. Le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, John Rwagombwa, a indiqué que l'économie rwandaise a continué à se stabiliser au cours des 3 derniers trimestres de 2024, atteignant 9,2%, soutenu par les secteurs de services, du commerce, de la construction, de l'industrie et de l'agriculture qui ont donné des bons résultats. Le gouverneur Rwagombwa a affirmé que le taux d'inflation atteindra 6,5% cette année et 4,1% en 2026. La Banque nationale du Rwanda, BNR en sigle, affirme qu'en 2025, l'économie rwandaise devrait croître plus rapidement qu'à la fin de 2024, lorsqu'elle avait progressé de 8,1%. On s'attend à ce que cette année, le prix du commerce augmente de 6,2% et l'année suivante, en 2026, ils augmenteront de 4,1%. Le franc rwandais a perdu 9,42% de sa valeur, mais la Banque centrale du Rwanda affirme avoir pris des mesures qui continueront à stimuler la valeur du franc rwandais sur le marché d'échange. Cette annonce a été faite à l'issue des réunions entre les comités des politiques monétaires et du secteur financier de la Banque centrale du Rwanda, qui s'est réunie tous les trimestres pour surveiller de près la stabilité de l'économie du pays. Ce jeudi, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a continué d'examiner le fondement des allégations de violation de la souveraineté et d'atteinte aux droits de l'homme déposées par la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Les avocats représentant le Rwanda dans cette affaire ont réitéré que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas compétence pour entendre ces allégations. Ils ont fait valoir que la Constitution du Rwanda et d'autres cadres juridiques prévoient des procédures claires permettant aux individus, tant rwandais qu'étrangers, de déposer des plaintes en matière de droits de l'homme. Ils ont souligné que si des concitoyens congolais ont des préoccupations en matière des droits humains, ils devraient déposer leurs plaintes devant les tribunaux rwandais et que le gouvernement congolais lui-même a reconnu que ces voies juridiques existent. Les représentants du Rwanda ont également déclaré que le Congo n'avait pas suivi les procédures internationales appropriées en soumettant sa plainte et tenter plutôt d'utiliser le tribunal pour ses problèmes de politique interne. En outre, ils ont fait valoir que les allégations ne sont pas étayées par des preuves solides, mais reposent plutôt sur des déclarations de dirigeants congolais et des reportages dans les médias. Le Rwanda a eu 2 heures pour présenter ses arguments sur les raisons pour lesquelles l'affaire ne devrait pas être admise, tant que le Congo aura le même temps pour justifier pourquoi l'affaire doit continuer. Après les questions des juges, les 2 parties disposeront chacune de 30 minutes pour présenter leur conclusion finale.
afin de pouvoir aider à l'archivage de différents documents relatifs aux différents exercices militaires organisés dans les différents pays abritant l'organisation. Les experts militaires de l'East African Community, la communauté est-africaine, se sont retrouvés ce jeudi à Kigali. Dans cette réunion, il a été notamment demandé à tous les pays d'adhérer aux résolutions de cette instance, même si ces délégués n'ont pas assisté à une rencontre. Les détails avec Patrick Nyeledadi. Un groupe d'experts militaires en provenance des États membres de la communauté est-africaine est réuni à Kigali afin d'étudier les voies et moyens dans le but d'encourager la création d'un site web qui servira à l'archivage de tous les documents utilisés lors des réunions et des exercices militaires dans ce pays. Cette réunion est organisée par les instances de l'IAC, la communauté est-africaine, avec comme principal objectif de créer un référentiel en ligne de tous les documents utilisés dans les exercices et réunions militaires dans la région. Il est prévu que ces experts développent conjointement une méthode qui pourra être utilisée pour stocker électroniquement tous les documents utilisés lors des réunions et des exercices militaires qui se déroulent au sein de cette communauté. Certains États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, dont le Burundi et la République démocratique du Congo, n'ont pas assisté à la réunion. Le colonel Maurice Maïna, représentant du forum, a déclaré que la réunion aboutira à des résolutions qui incluent le soutien au partage d'informations et à une coopération fiable entre les armées des États membres de la communauté est-africaine, ainsi que le soutien au développement continu à travers la collecte des rapports d'activité et la mise en place d'un mécanisme de rétroaction. Le colonel Maïna a également déclaré que les pays de la communauté qui n'ont pas assisté à la réunion doivent respecter les conclusions qui en sortiront. Le commandement de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a récompensé les militaires rwandais pour leur contribution aux forces de maintien de la paix dans le monde. Dans ce pays, le Soudan du Sud, les forces rwandaises continuent d'être exemplaires dans l'accomplissement de leur mission. Le récit de Patrick Nyeledadi. Les casques bleus rwandais déployés dans le cadre de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont reçu mercredi des médailles de service rendues des Nations Unies en reconnaissance de leur contribution aux opérations de maintien de la paix. La cérémonie s'est déroulée au quartier général du 1er bataillon au camp de base de l'ONU à Djouba, c'est au Soudan du Sud. Le commandant des forces de l'ONU au Soudan du Sud, le général Mohan Sebramania, qui présidait la cérémonie de remise des médailles, a remercié le gouvernement rwandais pour sa contribution essentielle aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et a félicité les casques bleus rwandais pour leur discipline et leur dévouement dans l'accomplissement de leurs tâches. Il a souligné que les casques bleus rwandais constituent le plus grand contingent de maintien de la paix au Soudan du Sud et c'est donc l'épine dorsale de la mission de l'ONU dans le pays. Le général de brigade William Yarassa, commandant de l'unité du secteur du Soudan du Sud, a déclaré que ce premier bataillon du contingent rwandais a mené avec succès diverses opérations qui ont contribué à la sécurité et à la stabilité dans leur zone d'opération. Ces opérations comprennent des patrouilles pour établir des liens avec les forces de sécurité locales, la surveillance de la situation des droits de la personne et la collecte d'informations essentielles pour la protection des civils. Les forces rwandaises ont également mené des activités communautaires visant à promouvoir la propriété, la santé et l'éducation, telles que la fourniture de services médicaux à la communauté locale, la distribution de fournitures scolaires et l'hygiène aux élèves, ainsi que des activités des plantations d'arbres et des nettoyages, entre autres. Le Rwanda participe aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde depuis déjà 20 ans.
Plus de 700 experts en maladies non transmissibles se sont réunis au Rwanda pour une conférence internationale de 3 jours visant à s'attaquer aux causes profondes de ces maladies et à créer des programmes susceptibles d'apporter des changements à grande échelle au plus grand nombre de personnes. Les précisions toujours avec Patrick Militandi. Les experts ont déclaré que les maladies non transmissibles sont parmi les principales causes de décès, en particulier dans les pays à faible revenu. Pendant 3 jours, ces plus de 700 experts des 72 pays débattront de la manière de créer davantage des politiques et des programmes susceptibles d'entraîner un changement important dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Partout dans le monde, la consommation excessive de tabac et d'alcool a été désignée comme les principaux facteurs des risques des maladies non transmissibles. Le docteur François Ouigindi affirme que le Rwanda fait des bons progrès et que les taxes récemment introduites sur l'alcool et les cigarettes contribueront à réduire encore davantage les risques. kuko ngubu tubona ko abantu 16 n'ibice 8% by'abanyarwanda bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. D'après les statistiques, 16,8% souffrent d'hypertension d'après les recherches effectuées en 2022. Pour ce qui concerne les diabètes, le taux est resté stable à 3% depuis bientôt 10 ans. Pour les complications cardiaques, il a été remarqué que les jeunes enfants sont de plus en plus touchés. Mais ce qui est positif, c'est que les soins sont désormais fournis et prodigués sur place au Rwanda. Il n'est plus nécessaire d'amener les patients en dehors du pays. Les statistiques du ministère de la Santé indiquent que 46% des décès ont été causés par des maladies non transmissibles en 2023. Le Rwanda a atteint l'objectif de réduire de 25% les décès prématurés dus aux maladies non transmissibles d'ici à 2025. Le fait que cette conférence se tienne pour la première fois sur le continent africain et se tient au Rwanda, c'est parce qu'il y a beaucoup à faire pour lutter contre ces maladies, mais que le pays a aussi fait beaucoup de progrès, comme l'explique Anne-Lise Riel, qui dirige l'Alliance pour les maladies non transmissibles. Well, I want to congratulate you because actually you've done a lot in Rwanda compared with many other countries. Je tiens vraiment à vous remercier, le Rwanda comme pays, parce que vous avez fait beaucoup par rapport à d'autres pays. Ce que j'ai gagné aujourd'hui, c'est la façon dont ces services se sont rapprochés de la population grâce à des cliniques de proximité et avec l'aide des conseils de santé, ainsi que la façon de rapprocher ces services des personnes vulnérables sans avoir à parcourir de longues distances. Même si vous avez encore un long chemin à parcourir, vous êtes sur la bonne voie. Cette réunion est importante car elle montrera aux Nations Unies que le Rwanda est un bon exemple de la manière dont les problèmes peuvent être résolus à l'avenir. 70% de tous les décès dans le monde sont attribués aux maladies non transmissibles, dont 82% surviennent dans les pays à faible revenu. Mais jusqu'à 80% de ces maladies sont évitables et peuvent être retardées jusqu'à un âge avancé grâce à des mesures abordables pour chaque pays. Après que le ministère de la Santé ait annoncé que dans les prochains jours, certaines maladies dont le cancer seront prises en charge par la mutuelle de santé, certains patients ont exprimé leur soulagement, affirmant que cette décision leur redonnait espoir car le coût du traitement était depuis longtemps hors de portée. Félicien Alamboura, un patient soigné depuis 4 ans pour un cancer du côlon au centre hospitalier universitaire de Kigali, a cependant affirmé que le traitement est coûteux car de nombreux patients doivent couvrir l'intégralité des dépenses de leur poche. Cependant, les patients atteints de cancer soignés à l'hôpital de Butaro reçoivent des médicaments et des repas, mais doivent couvrir le coût des tests de diagnostic et d'autres dépenses qui, selon eux, restent financièrement onéreuses. La réunion du cabinet tenue le 17 janvier 2025 a approuvé l'inclusion de 14 services médicaux supplémentaires dans le cadre de la mutuelle de santé qui couvre environ 92% des Rwandais, y compris le traitement du cancer. Les patients et les prestataires de soins de santé ont accueilli cette décision comme étant gagnant-gagnant, soulignant que le fardeau financier était devenu écrasant pour beaucoup.
Retour au Rwanda, les analystes économiques affirment que la disponibilité du yuan chinois au Rwanda devrait être suffisante car certains commerçants qui s'approvisionnent en marchandises en Chine ont du mal à obtenir la monnaie locale lorsqu'ils font des achats. Les explications avec Patrick Nyirindandi. Les commerçants qui importent depuis la Chine expliquent les pertes auxquelles ils sont confrontés en raison de la première conversion de leurs fonds en plusieurs devises. Nous vendons au détail depuis la Chine. Mais le problème est que nous prenons nos francs rwandais, nous les convertissons en dollars et nous les vendons en détail en yuan. En raison de l'augmentation de la valeur du dollar, si vous aviez prévu de vendre en détail, dans un mois par exemple, les 100 que nous aurions obtenus pour une chaussure en guise de bénéfice, cela affecte notre entreprise. Ces commerçants affirment que cela affecte directement le prix du marché local en raison des fluctuations du taux d'échange, d'où la demande que si les yuan étaient facilement disponibles au Rwanda, cela aiderait à freiner la hausse de ces prix. Nous faisons du commerce à 80% en Chine. Pourquoi n'avons-nous pas des yuan au Rwanda? Si nous avions des yuan disponibles, les yuan sont encore plus nécessaires que les dollars. Si vous avez besoin d'une voiture ou même du pétrole, tout peut être trouvé en payant en yuan. Pourquoi avons-nous besoin des dollars? Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebaizi, réitère qu'une des solutions viables pour résoudre ce problème est d'augmenter les exportations du Rwanda vers les marchés internationaux. L'augmentation de la valeur du dollar affecte non seulement la monnaie du Rwanda, mais aussi d'autres monnaies. La seule solution est d'augmenter nos exportations, car lorsque vous importez, vous vendez la devise étrangère. Et lorsque vous exportez, c'est l'inverse. C'est la meilleure solution pour faire face à cette pression. L'Institut national de la statistique du Rwanda dénonce qu'au troisième trimestre de l'année dernière, les exportations du Rwanda ont augmenté de 77,86% par rapport à la même période en 2023. En revanche, les importations du Rwanda ont augmenté de 36,39%. La Chine fait partie des 5 premiers pays vers lesquels le Rwanda exporte, aux côtés des Émirats arabes unis, de la République démocratique du Congo, du Luxembourg et du Royaume-Uni. Un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso existe depuis le 16 septembre 2023. En janvier 2024, les pays membres de cette alliance ont acté leur retrait de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette alliance a été créée pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellion contre l'armée dans cette région, confrontée surtout au terrorisme. Pour parler de cette région, notre confrère Jean-Damascène Manichimé s'est entretenu avec Paul Amoussou, directeur de publication du quotidien La Nation au Bénin. Il commence par nous dire comment se présente la situation sécuritaire dans le Sahel. C'est vrai que la constitution de cette entité qu'est l'Alliance des États du Sahel vise à organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. À cet effet, on peut dire que au-delà de la formalisation, de la conceptualisation, le défi sécuritaire dans la région, dans cette sous-région reste entier. Quand bien même on a cette coalition entre ces 3 États, on ne sent pas encore un engagement réel et une évolution certaine quant à affronter ces djihadistes et à les déloger de ces zones-là où ils sévissent allègrement. Oui. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la libre circulation des personnes et des biens. On sait que à un certain moment, ces pays de l'Alliance du Sahel avaient bloqué la circulation des biens en provenance des autres pays restants de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une coopération quelconque entre les citoyens de ces pays? Il y avait les accords originels de la CEDEAO qui favorisaient la circulation des personnes et des biens, ce qui suppose que un ressortissant du Mali peut aller au Nigeria, passant par le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., sans souscrire à un visa. Oui. Et il en est de même pour les biens, le transport des biens.
Mais aujourd'hui, puisque ces États décrochent de la CEDEAO, ça pose problème. Alors, Paul, concrètement, est-ce que le citoyen lambda peut quitter, par exemple, le Bénin avec ses marchandises vers le Burkina Faso? Les marchandises, oui, plus ou moins, ça dépend des pays. Oui. Le Burkina Faso, il n'y a pas de problème. C'est le Niger, au Mali aussi, a priori, il n'y a pas de problème. C'est au Niger qu'un citoyen ne peut pas quitter aujourd'hui le Bénin et traverser la zone frontalière, Bénin-Niger, car du côté nigérien, la frontière reste fermée. Elle est restée fermée jusqu'à présent. Oui. Mais côté béninois, la frontière elle est ouverte, ce qui est paradoxal. Et justement, Paul, j'allais vous demander, cette dislocation de la CEDEAO, une organisation qui était vraiment en avance par rapport aux autres sur le continent africain, cette dislocation a entraîné, a eu quel impact sur la vie de la population en général? Ben, il y a un impact parce qu'il y a des produits vivriers qui quittent, qui sont convoyés des autres pays, des États du Sahel, vers les autres pays de la CEDEAO et vice-versa. Oui. Aujourd'hui, le pont est rompu et donc forcément que les populations, notamment commerçantes, ont beaucoup de difficultés. Et même au-delà même du commerce, ne serait-ce que la circulation des personnes, Oui. Elle est devenue problématique. Il n'est pas aisé aujourd'hui pour un Béninois allant au Niger, il subit des tracasseries policières et douanières. Oui. Du simple fait qu'il est Béninois. Et là, malheureusement, je comprends qu'on est loin de cette vision de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale. On est très loin de cette réalisation. Très loin. On est très loin de la zone de libre-échange continentale, de la ZLECA, qui était un projet quand même novateur, un projet très qui bénéfique contribuait à l'intégration africaine, à l'unité africaine qui est si bien, qui est quêtée et pour laquelle les pères fondateurs ont travaillé et que les autres, à travers le temps, le relais a été assuré jusqu'à présent. L'intégration des peuples n'est pas en cause. Sur les zones frontalières, les mêmes populations, il y a des familles qui séjournent de part et d'autre et donc qui ne se retrouvent pas dans le projet politique, dans l'orientation nouvelle politique qui est donnée par les dirigeants de ces trois États du Sahel. Et les peuples ne comprennent pas, les peuples sont pris au dépourvu de cette orientation de politique-là, nouvelle, qui ne répond pas à la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, c'est l'unicité des peuples. Oui, les peuples sont les mêmes. Voilà, les peuples sont les mêmes. Et malheureusement, les options politiques viennent chambouler cette réalité-là et contrarier le vécu social, le vivre ensemble de ces peuples. Et c'est ce qui est le plus déplorable dans cette situation-là dont nous parlons. Partout au monde, en Amérique avec le Mercosur, en Europe avec l'Union européenne, un peu partout, les dynamiques sont à la fédération et à l'union des forces pour aller de l'avant. Donc les Africains n'ont de choix que de s'unir pour avancer dans ce monde. Absolument. Il le faut, d'autant plus que les fragilités sont connues et on est plus fort qu'ensemble. En réalité, c'est ensemble que nos fragilités sont gommées. Et donc, il faut travailler à cette intégration africaine, il faut travailler à cette unité africaine. En tout cas, merci beaucoup, Paul Amoussou. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Nation. C'est le premier quotidien du Bénin. Paul Amoussou, merci beaucoup depuis Cotonou. Merci à vous. Sur ces images que nous clôturons cette grande édition, au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.